Je m'appelle Henri Delcourt, professeur de droit civil à la retraite, 72 ans, veuf depuis 7 ans. J'ai passé ma vie à enseigner la logique, la rigueur, la preuve, et pourtant, ce soir-là, aucune règle ne m'a protégé. C'était un vendredi calme. La lumière tombait à travers les vitres anciennes du salon. Ma fille, Clarisse, préparait un dîner pour quelques amis, 2 collègues de son mari, un notaire, et la voisine du dessus, toujours trop curieuse. Je m'étais tenu à l'écart, comme d'habitude. On m'avait demandé d'éviter les sujets sérieux. Sur la table, il y avait du vin rouge, un Saint-Émilion que j'avais acheté moi-même, autrefois. Clarisse riait fort, le ton un peu trop assuré, cette manière qu'elle avait désormais d'occuper tout l'espace. Son mari, Paul, racontait une histoire d'entreprise. Moi, j'écoutais sans comprendre comment on pouvait être si fier d'un licenciement. Puis, au détour d'une phrase, quelqu'un a plaisanté. « Alors, ce vieux professeur habite encore chez vous ?» Clarisse a ri. « Oui, il garde un œil sur nous, comme un gardien de musée. » Je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Un peu plus tard, j'ai osé demander « Clarisse, tu pourrais éviter de parler de moi comme si j'étais un meuble ?» Le silence est tombé. Le notaire a baissé les yeux, gêné. Paul a voulu changer de sujet, mais elle, non. Elle s'est levée brusquement. « Sors de ma maison, papa !» Sa voix a claqué comme un verdict. La phrase a traversé la pièce, a fait vibrer les verres. Ma maison. Ce mot, je l'ai entendu des centaines de fois sur les plans, les actes, les contrats que j'avais signés autrefois. Mais jamais avec autant de mépris. Je suis resté immobile. J'ai regardé autour de moi, les étagères que j'avais posées moi-même, la pendule de ma femme, les cadres de famille. Tout semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Alors j'ai ramassé ma veste, mes lunettes, et j'ai dit calmement « Très bien, je vais sortir. » Personne n'a osé me retenir. Dans le couloir, j'ai entendu la voix du notaire murmurer « Vous savez, juridiquement, c'est encore lui le propriétaire. » Mais Clarisse n'a pas répondu. Je suis sorti. L'air du soir était frais. Les lampadaires allumaient la rue comme des témoins muets. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai simplement marché jusqu'au petit café au coin, celui où je lisais autrefois mes journaux avant les cours. En buvant un expresso tiède, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Un vieil homme en costume gris, fatigué mais pas brisé, et j'ai pensé, si elle croit que je suis fini, elle se trompe. Ce soir-là, ma fille m'a mis dehors, mais ce qu'elle ignorait, c'est que le professeur qu'elle croyait inutile avait encore quelques leçons à donner, et la première allait commencer dès le lendemain matin. Le lendemain matin, la maison était silencieuse, le café n'avait plus le même goût, même le tic-tac de l'horloge semblait plus sec, comme un rappel du vide. Je suis entré dans mon bureau, cette pièce au mur chargée de livres et d'odeurs de papier ancien, et j'ai remarqué tout de suite, le tiroir du bas était entrouvert. Mes dossiers n'étaient plus là, les copies des actes notariés, le contrat de propriété, les relevés bancaires, disparus. À leur place, une feuille pliée. « Papa, j'ai tout mis à l'abri pour éviter les erreurs. Ne t'inquiète pas. » Signé, Clarisse. J'ai souri, un sourire sans chaleur. Je connaissais ce genre de précaution. En droit, on appelle cela un déplacement d'autorité. Dans une famille, c'est souvent le premier pas vers la dépossession. Je me suis assis lentement, les mains croisées sur le bureau. La logique reprenait déjà le dessus. « Très bien, ma fille. Tu veux jouer au contrôle? Alors jouons. » Je savais qu'elle avait accès à mon compte principal, celui sur lequel je versais encore ma pension universitaire. J'ai pris mon téléphone, appareil d'un autre âge, sans écran tactile, et j'ai composé le numéro de la banque. La voix du conseiller m'a confirmé ce que je redoutais, accès bloqué, opération en révision. Clarisse avait dû appeler dès la veille au soir, prétendant vouloir protéger les finances de son père affaibli. J'ai remercié calmement. Puis j'ai ouvert mon vieux carnet noir, celui que j'utilisais autrefois pour noter les erreurs de mes étudiants. Sur la première page blanche, j'ai écrit « Preuve, jour 1 ». Dans l'après-midi, j'ai descendu les escaliers pour prendre un peu d'air. La voisine, Madame Roux, m'a arrêté sur le palier. « Vous allez bien, monsieur le professeur? On m'a dit que vous faisiez des confusions, parfois. » Je l'ai regardé sans répondre. Clarisse avait déjà commencé sa campagne. C'était sa manière, retourner les gens avant d'agir.
Je l'avais vue faire à 16 ans lorsqu'elle voulait échapper à une punition. Rien n'avait changé, sauf la portée de ses mensonges. En rentrant, j'ai trouvé Paul, mon gendre, assis dans le salon. Il m'a souri avec cette bienveillance fausse qui précède toujours les coups bas. Henri, tu devrais te reposer. Clarisse veut seulement ton bien. On pense que la maison serait plus facile à gérer à nos noms. Administrativement, tu comprends? Administrativement? Ai-je répété. Oui, les taxes, les factures, tout ça. Tu pourrais enfin être tranquille. Tranquille. Ce mot sonnait comme une mise à la retraite forcée de ma propre vie. Je n'ai rien répondu. J'ai laissé planer un silence long, inconfortable. Puis, d'une voix basse, Paul, tu sais, j'ai enseigné à des centaines d'étudiants. Certains étaient malhonnêtes, mais aucun n'a jamais cru que je ne voyais pas clair. Son sourire s'est figé. Il a baissé les yeux, a pris sa veste et s'est éclipsé. Le soir venu, j'ai rangé quelques affaires dans une valise, 3 chemises, un carnet, mes lunettes de lecture et la clé de mon coffre-fort à la banque. J'ai laissé exprès la porte du bureau ouverte comme pour dire « le vieil homme oublie ». Mais dans ma tête, tout était d'une précision clinique. Je savais ce que je devais faire, observer, rassembler, jouer le rôle qu'il m'attribuait. J'ai noté chaque mot, chaque regard, chaque manipulation. Clarisse voulait un père inoffensif? Elle l'aurait. Je me suis regardé dans le miroir avant de me coucher. Les rides racontaient des années de patience. Je ne vais pas me battre avec la colère, ai-je murmuré. Je vais me battre avec le droit. Et ce soir-là, j'ai compris que l'arme d'un professeur n'est pas la voix, c'est la preuve. Les jours suivants, j'ai continué à jouer le rôle du vieil homme distrait. Je laissais volontairement mes lunettes sur la table, oubliais ma tasse de café à moitié pleine et faisais semblant de chercher mes clés dans des poches vides. Clarisse observait tout, satisfaite, persuadée que son père glissait doucement dans une brume de vieillesse. Elle ne savait pas que chaque matin, je notais l'heure exacte de ses allées et venues, les appels qu'elle recevait, les phrases qu'elle prononçait lorsqu'elle croyait que je dormais. Un matin, en entendant la porte d'entrée claquer, j'ai descendu les escaliers lentement et suis allé dans la salle à manger. Sur la table, j'ai trouvé un dossier marqué « Succession, préparation ». J'ai ouvert, lu quelques lignes. Elle consultait un nouveau notaire sans m'en parler. Elle voulait que la maison soit transférée à son nom avant que papa ne perde la raison. Ce « avant que » sonnait comme une condamnation. J'ai refermé le dossier sans rien dire et suis retourné dans mon bureau. J'ai sorti mon petit enregistreur vocal, celui que j'utilisais jadis pour corriger les copies orales de mes étudiants. Je l'ai posé discrètement derrière la lampe, sur le bureau, et j'ai attendu. Le soir même, Clarisse est entrée sans frapper. « Papa, tu devrais me confier la gestion des papiers, ça devient trop lourd pour toi. »« Tu as sans doute raison, ma fille. » ai-je répondu d'un ton las. Elle a souri, croyant avoir gagné, mais l'appareil enregistrait chaque mot. Les jours ont passé. Je suis allé à la banque sous prétexte d'une promenade. J'ai demandé à voir le directeur, un ancien élève à moi. Il m'a reçu avec respect, m'a serré la main avec cette légère hésitation qu'ont les jeunes quand ils retrouvent un professeur. « Monsieur Delcourt, tout va bien ?» Dites-moi simplement qui a modifié mes accès. Il a tapé sur son clavier, a blêmi, puis a murmuré « Votre fille a déposé un mandat de protection, mais le document n'est pas signé par vous. » Je m'en doutais, ai-je répondu. Je lui ai demandé une copie. Il m'a regardé, hésitant. J'ai posé ma main sur la table. Ne vous inquiétez pas. J'enseigne encore la loi, même à distance. Il m'a remis le papier. J'y ai vu ma signature, grossièrement imitée. Sur le chemin du retour, je sentais le vent sur mon visage. Pas de colère, pas de haine, juste cette froideur lucide que j'éprouvais autrefois en corrigeant une fraude. Je savais ce qu'il me restait à faire, rassembler tout, pièce par pièce. Le lendemain, je me suis rendu chez Maître Leroux, mon ancienne notaire, une femme de mon âge, au regard clair et direct. « Henri, ça fait une éternité. Que se passe-t-il » Je lui ai tout expliqué, sans emphase. Elle a ouvert son ordinateur, consulté le fichier de propriété, puis m'a regardé avec un léger sourire. « Le titre est toujours à votre nom. Elle n'a jamais finalisé le transfert. Vous êtes encore le seul propriétaire légal. » Je me suis adossé à la chaise. Ce mot, propriétaire, avait soudain la saveur d'une revanche silencieuse.
Nous avons relu ensemble les clauses, la date d'achat, les références cadastrales. Elle a ajouté doucement: si vous souhaitez vendre, Henri, vous en avez parfaitement le droit. Pas encore, ai-je dit, pas avant que la vérité sorte d'elle-même. Je suis rentré chez moi avec un dossier sous le bras et une idée précise dans la tête. Le soir, j'ai branché l'enregistreur sur mon ordinateur et écouté la voix de Clarisse. Il ne se rend compte de rien. Dans 2 semaines, tout sera réglé. Sa voix, posée, calculatrice, résonnait dans le silence du bureau. Je l'ai sauvegardée dans un dossier intitulé « Preuve audio ». Chaque jour, je découvrais un nouveau détail, un courrier intercepté, un document modifié, une conversation à demi couverte. J'avais enseigné la fraude, la manipulation, les vices de consentement. Maintenant, j'en étais le sujet d'étude. Et étrangement, cela me calmait. Je n'étais plus un vieillard humilié. J'étais un chercheur dans son propre dossier, un juriste qui prépare un cas exemplaire. Un soir, alors qu'elle croyait que je dormais, j'ai entendu Clarisse au téléphone. Il croit encore que c'est sa maison. C'est presque fini. Je me suis levé, j'ai noté la phrase mot pour mot dans mon carnet. C'est presque fini. Non, ma fille, ce n'était pas fini. Ce n'était que le commencement. Je me suis promis de ne pas agir sous la colère, de ne rien précipiter. Je voulais que chaque pièce, chaque preuve, chaque témoin soit indiscutable. Et pendant qu'il préparait mon effacement, je préparais ma leçon. La dernière, peut-être, mais la plus importante de toutes. Le calme est devenu mon allié. Je ne faisais plus de remarques, je ne donnais plus de conseils. Je laissais Clarisse croire que j'avais abandonné toute vigilance. Plus elle me pensait fragile, plus je gagnais du terrain dans l'ombre. Elle ne savait pas que, chaque matin, je quittais la maison avant l'aube, avec ma vieille sacoche en cuir pour retrouver Maître Leroux dans son cabinet à Angers. Nous avions mis au point un plan simple, précis, légal. Rien d'agressif, rien d'illégal, juste une leçon de droit, grandeur nature. Je devais vendre la maison, mais sans éveiller la moindre suspicion avant la signature définitive. J'ai ouvert un nouveau compte séparé de tous les autres, au nom d'un petit fonds que j'avais créé il y a des années pour mes étudiants en difficulté, Fondation Étienne Delcourt. Un nom oublié, utile aujourd'hui pour brouiller les pistes. Pendant que Clarisse et Paul parlaient de réaménager le salon et de rénover la façade, je riais intérieurement. Ils croyaient préparer leur confort, mais ils finançaient malgré eux leur propre chute. Je laissais traîner des factures, des courriers insignifiants, pour donner l'illusion d'un vieil homme dépassé. Un matin, j'ai prétexté un rendez-vous médical et je suis allé à l'agence immobilière Duhamel. Monsieur Duhamel, un homme solide, costume sobre, regard attentif, m'a écouté sans m'interrompre. « Vous êtes sûr de vouloir vendre, monsieur Delcourt ? Ce bien a une valeur sentimentale évidente. » Justement. Et la valeur sentimentale, voyez-vous, n'est pas transmissible par acte notarié. Il a hoché la tête. Nous pouvons procéder discrètement, sans annonce publique. J'ai un acheteur sérieux, une fondation régionale. Parfait, ai-je dit. Fixez la date et faites-moi confiance. Chaque signature me rendait plus léger. Je n'étais plus en train de perdre ma maison, j'étais en train de reprendre ma dignité. Le soir, je faisais exprès de rester dans mon fauteuil, d'allumer la télévision sans son pour qu'il me croie éteint. Paul passait derrière moi, échangeait un regard complice avec Clarisse. Il parlait à voix basse, pensant que j'entendais mal. Je l'ai laissé croire que le vieux professeur s'endormait debout, que sa mémoire se dissolvait dans le crépuscule. Mais ma mémoire n'avait jamais été aussi vive. Quelques jours plus tard, Maître Leroux m'a appelé. « Henri, l'acheteur a signé. Il reste votre accord final. Je suis venu le lendemain matin. » Le bureau sentait l'encre et le papier ciré. J'ai relu chaque ligne lentement, savourant le poids des mots. À la fin, j'ai posé ma plume et dit calmement « Signez pour moi, maître. Je ne veux pas trembler. Ce n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de vérité. » Elle m'a regardé longuement. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ? » « Tout à fait. Je veux qu'ils apprennent ce qu'ils m'ont enseigné. Le mépris a un prix. » Quand je suis rentré, Clarisse m'attendait dans le salon. « Papa, on pensait repeindre ta chambre. Elle fait un peu triste, non ? » « Fais ce que tu veux, ma chérie, » ai-je répondu. « Ce n'est qu'une pièce, après tout. » Elle a souri, soulagée de me voir docile. Ce soir-là, je me suis couché tôt, mais je n'ai pas dormi.
J'écoutais la pluie frapper contre les vitres et je pensais à ce que disait ma femme autrefois: le silence d'un homme calme vaut 1000 cris. Je comprenais enfin ce qu'elle voulait dire. Le lendemain, j'ai déposé quelques boîtes dans ma voiture, mes livres préférés, mes notes de cours et la photo de mariage de mes parents. J'ai fermé la porte doucement derrière moi, comme un visiteur qui quitte un musée après la fermeture. Je savais qu'ils me croyaient inoffensif, qu'ils allaient rire de mes absences et de mes maladresses. Mais en vérité, j'étais déjà ailleurs. Je n'étais plus leur fardeau. J'étais le propriétaire d'une histoire qui allait bientôt leur appartenir pour de bon, mais pas comme ils l'imaginaient. En remontant dans la voiture, j'ai regardé la maison dans le rétroviseur. Elle semblait paisible, immobile, inconsciente du drame silencieux qu'elle abritait, et j'ai murmuré: demain, ce ne sera plus ma maison, ce sera ma preuve. Le jour de la signature définitive, le ciel était clair, presque trop paisible pour ce qui s'annonçait. J'ai passé la matinée au café de la place, mon carnet ouvert devant moi, comme au temps où je corrigeais mes dissertations d'étudiant. Chaque page contenait désormais des preuves, des notes, des noms, des heures. Le vieux professeur n'avait rien oublié. À midi, j'ai reçu un appel de Maître Leroux. Tout est signé, Henri. L'acte est enregistré. La maison appartient désormais à la Fondation des Archives régionales. Le virement a été effectué sur votre compte dédié. Merci, maître. Ma voix était calme, mais je sentais une vibration dans ma poitrine, un mélange de soulagement et de mélancolie. 40 ans de vie, de repas, de rires, de silence, tout cela venait de changer de main. Mais c'était la seule manière de rendre la justice sans fracas. Le soir, Clarisse et Paul organisaient un petit dîner. Ils avaient invité quelques voisins pour célébrer la nouvelle décoration. J'étais assis au bout de la table, invisible. Je les regardais sans haine. Paul racontait fièrement comment il comptait transformer le jardin, ajouter une véranda, moderniser enfin ce vieux bâtiment. Clarisse riait, le regard brillant d'assurance. Ils pensaient être arrivés au bout de leur plan. Vers la fin du repas, le téléphone de Clarisse a sonné. Elle a décroché sans se lever. « Oui, bonsoir. Pardon ?» Son visage s'est figé, ses yeux ont perdu leur éclat. « Vendu ? Comment ça, vendu ?»« Non, vous faites erreur, c'est notre maison. » Silence. Puis sa voix s'est brisée. « À quel nom ?» Elle a écouté encore quelques secondes, puis a raccroché. Elle s'est tournée vers Paul, livide. « Ils disent que la maison a été vendue hier, officiellement, par mon père. » Un murmure a parcouru la table. Le voisin du dessus a levé les sourcils. Paul a ri nerveusement. « C'est absurde, il ne sait même plus gérer ses papiers. » Je me suis levé lentement. « Oh, pour gérer mes papiers, je me débrouille encore assez bien. » Tous les regards se sont tournés vers moi. Clarisse a chuchoté. « Tu n'as pas pu faire ça. » Je me suis approché d'elle, les mains jointes dans le dos comme au tribunal. « Tu as dit devant témoins que je devais sortir de ta maison. J'ai suivi ton conseil. J'ai simplement emporté ce qui m'appartenait encore, le droit et la dignité. » Paul s'est levé à son tour, furieux. « C'est illégal. On te fera annuler cette vente ?» ?»« Non, » ai-je répondu calmement. « Maître Leroux a tout vérifié. Le titre n'a jamais été transféré. Le notaire que vous consultiez, lui, a travaillé sur de faux mandats. J'ai tout enregistré. » Je sortis de ma poche une petite clé USB. Voici la preuve de chaque mot, chaque document, chaque tentative de fraude. Le silence qui suivit fut glacial. La voisine du dessus, celle qui aimait tant les ragots, fixait Clarisse avec une curiosité gênée. « Vous avez vraiment essayé de tromper votre propre père ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Clarisse s'est mise à pleurer, d'abord doucement, puis sans retenue. Paul, lui, a quitté la table sans un mot. Je me suis assis de nouveau, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai dit tranquillement: « Je ne voulais pas vous humilier. Je voulais simplement vous rappeler que la maison ne fait pas la famille. Le respect, si. » Personne n'a parlé pendant un long moment. La pendule du salon marquait chaque seconde comme un coup de marteau. Enfin, j'ai ajouté: « Demain, des représentants de la Fondation viendront prendre possession des lieux. Vous aurez 3 semaines pour trouver un nouveau logement. Je vous aiderai pour la transition, mais pas au-delà. » Je me suis levé et remis ma veste et j'ai marché vers la porte. Avant de sortir, je me suis retourné. « Clarisse, tu as crié: « Sors de ma maison. » Tu avais raison. Ce soir, je sors pour de bon.
mais toi aussi tu devras partir. Je suis sorti dans la rue. L'air était frais, clair, presque pur. Les lampadaires jetèrent sur le trottoir la même lumière qu'au soir de notre dispute. Sauf qu'aujourd'hui, je ne me sentais plus humilié. J'étais libre. Je me suis arrêté un instant devant le portail et j'ai murmuré : « La justice n'a pas besoin de vengeance, elle a besoin de mémoire. » Puis j'ai tourné la clé dans le cadenas du portail, lentement, une dernière fois. Le matin suivant, le silence de la maison avait une densité étrange. Plus de rire, plus d'odeur de café, les rideaux encore tirés, la table encore dressée, comme si la veille n'avait été qu'un cauchemar. Clarisse n'était pas descendue. J'ai traversé le couloir une dernière fois, lentement, en caressant du bout des doigts le mur que j'avais peint moi-même après la naissance de ma fille. Je n'avais pas dormi. Non par remords, mais parce que j'avais besoin de tout revoir, de vérifier que rien n'avait été fait dans la colère. Chaque détail, chaque document, chaque enregistrement, tout était conforme. La loi, toujours la loi, même quand le cœur saigne. À 10 heures, un véhicule de la Fondation s'est arrêté devant la maison. 2 employés, polis et discrets, sont sortis avec leur dossier. Je les ai accueillis à la porte. « Monsieur Delcourt, nous venons pour la remise officielle des clés. »« Entrez, messieurs, la maison est en ordre. Elle vous attend. » Clarisse est apparue dans l'escalier, les yeux gonflés, le visage fermé. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Tu vas nous mettre dehors. Où veux-tu qu'on aille ?» Sa voix tremblait. Ce n'était plus celle de la femme sûre d'elle, c'était celle d'une enfant qui vient de comprendre que le jeu est terminé. Je l'ai regardée longtemps avant de répondre. « Tu as voulu me retirer ma maison. Moi, je t'ai retiré ton mensonge. C'est juste. » Elle a secoué la tête, a voulu parler encore, mais les mots ne venaient plus. Je lui ai simplement posé la main sur l'épaule. « Je ne t'en veux pas, mais il faut que tu vives sans voler ce qui ne t'appartient pas. Sinon, tu passeras ta vie à tout perdre. » Les employés ont signé les derniers papiers sur la table du salon. J'ai remis les clés. Le bruit du métal contre le bois a résonné comme un point final. Je suis sorti sans me retourner. Sur le trottoir, le vent portait l'odeur des feuilles humides et du pain chaud de la boulangerie. Je me suis arrêté un instant pour regarder le ciel, ce bleu léger qu'on ne remarque plus quand on vit enfermé dans le ressentiment. Je n'avais plus de maison, mais j'avais regagné quelque chose de plus précieux, la paix. Quelques jours plus tard, j'ai emménagé dans un petit appartement à Nantes. 2 pièces, un balcon donnant sur la Loire. Les matins y sont doux, calmes. Je prépare mon café, lis les journaux, puis je marche jusqu'à la faculté. On m'a proposé d'y donner un séminaire sur l'éthique et le droit des successions. Ironie parfaite. Le premier jour, j'ai retrouvé cette odeur familière de craie et de livres. Devant mes jeunes étudiants, j'ai senti renaître une clarté que j'avais perdue. Je leur ai dit : « Le droit, mes amis, ne sert pas à punir, mais à rappeler la mesure. La justice, ce n'est pas le bruit, c'est la preuve. Et parfois, la preuve est un acte silencieux. » Dans le public, j'ai aperçu un regard que je connaissais, celui d'Héloïse, ma petite fille. Clarisse lui avait sans doute tout raconté, mais elle était venue. À la fin du cours, elle s'est approchée timidement. « Papy, maman pleure beaucoup, mais elle m'a dit que tu avais eu raison. » Je lui ai souri. « Alors, c'est que la leçon est apprise. » Elle m'a tendu une enveloppe, une photo d'elle et de Clarisse, prise autrefois dans le jardin. Derrière, un mot écrit de la main de ma fille. « Je n'ai pas su comprendre. Pardon. Merci de m'avoir réveillé. » Je n'ai rien ajouté. J'ai rangé la photo dans mon carnet, celui où j'avais noté chaque preuve, chaque mot, chaque blessure. J'y ai écrit la dernière ligne. Preuve, jour final. L'amour reste, même après le jugement. Le soir, en rentrant, j'ai ouvert les fenêtres. Le vent faisait bouger doucement les pages des livres sur ma table. J'ai repris ma plume et j'ai commencé à rédiger un essai sur la dignité, sur cette frontière fragile entre la justice et la vengeance. Je me suis arrêté et regardé le reflet du crépuscule sur la Loire et murmuré : « Ils m'ont chassé de la maison, mais ils m'ont rendu ma liberté. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai fermé les yeux, en paix, sans rancune, avec la certitude tranquille que la vérité, quand elle est dite sans haine, finit toujours par être entendue.